Monsieur Lassina Diarra, bonjour. Bonjour, je suis Mohamed. Merci d'accepter notre invitation, encore sur Panora Je Post. vous en prie. Alors, je rappelle que vous êtes diplômé de sciences politiques et actuellement chercheur et spécialiste de l'islamisme et des mouvements terroristes en Afrique au Centre stratégique de sécurité au Sahel-Sahara. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages dont la CEDEAO face au terrorisme transnational, mécanismes et stratégies de lutte, et d'articles dont la formation de forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et de la région dans la lutte contre le terrorisme. C'est ça? C'est bien ça, oui. Donc, je pense que le décor est campé. On va parler de terrorisme, notamment en fait au niveau en Afrique. Alors, Monsieur Diarra, on vient de finir en fait un autre sommet encore avec sur le G5 Sahel, notamment le terrorisme en Afrique, notamment dans la zone sahélienne. Est-ce qu'on est en train de faire du surplace? Est-ce qu'on est en train d'avancer? Et quels sont les facteurs bloquants à ce que les États, plus la France, ne parviennent à quand même endiguer la propagation du terrorisme au Sahel? Oui, manifestement, je crois qu'il y a quand même une avancée qu'il faut souligner, c'est très important, parce que depuis le sommet de Pau en janvier 2020 en France, il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place qui permettent aujourd'hui d'avancer en termes de coordination entre les forces, en termes de partition des tâches entre les armées qui sont présentes au Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, encore que récemment, je crois le 15, on a eu un rendez-vous diplomatique aussi important avec le sommet du G5 Sahel. Là, je crois qu'il y a eu quand même d'importantes décisions qui ont été prises. Toute la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a quand même une avancée aussi significative en matière de lutte contre le terrorisme? Alors, certaines mesures font croire, bien sûr, que nous serons en phase de lutter contre ces phénomènes. Mais en réalité, comme vous le dites, il y a quand même un certain nombre de blocages liés à la question d'opérationnalisation, en quelque sorte, du fonctionnement important et sérieux du G5 Sahel qui reste encore miné par des contradictions, tant au niveau des moyens, c'est-à-dire moyens financiers, qu'au niveau de la compréhension générale de la problématique terroriste. Alors, mais ce que je note, c'est que ces États restent encore figés sur la posture conventionnelle de la lutte contre le terrorisme, qui, à mon avis, ne cerne pas tout le spectre de la menace terroriste dans sa globalité, afin d'offrir ou bien afin de donner une réponse aussi cohérente et structurée contre cette menace. Alors, on a remarqué qu'en fait, la France aujourd'hui veut diminuer, en fait, c'est un débat en tout cas en France, que le contingent, en fait, Barkhane, tout ça, les gens, ça c'est sujet à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la présence militaire française est une réussite ou bien un échec? Parce qu'actuellement, en France, c'est un débat. Oui, revenons un peu au contexte du déploiement de l'opération militaire française au Sahel. Je crois que c'était en janvier 2013 avec l'opération Barkhane, non, l'opération Serval, qui avait pour objectif d'arrêter l'avancée spectaculaire des mouvements terroristes vers le sud, c'est-à-dire vers Bamako. Et là, je crois que ces groupes terroristes qui avaient marqué du terrain ont été repoussés jusqu'à la partie septentrionale de ces pays, à la frontière, bien sûr, avec l'Algérie et la Mauritanie, en quelque sorte. Donc, par là, il y a eu un succès au niveau des forces armées, au niveau de l'opération de l'armée française. Alors, après, il y a eu le prolongement de cette opération, c'est-à-dire l'opération Serval à l'opération Barkhane. L'opération Barkhane a concentré effectivement son énergie contre un certain nombre de leaders, un certain nombre de chefs terroristes et que l'opération a réussi à éliminer. Je vais parler de Abdelmalek Droudel récemment et à désorganiser en quelque sorte ces groupes terroristes, militairement bien sûr. Et par là, globalement, je peux dire que l'opération militaire française a quand même eu du succès qu'il faut mettre à l'actif de cette opération. C'est vrai que jusque-là, on n'arrive pas à tenir la menace à un niveau acceptable ou à l'éradiquer, mais quand même, l'opération militaire française a donné des résultats probants. Aussi, c'est vrai, c'est à discuter, j'en suis sûr, mais il appartient clairement aux forces armées nationales
de se montrer encore plus prégnante, encore plus offensive. Parce que ce qu'on note, c'est qu'on a l'impression que les forces armées nationales semblent avoir perdu de l'initiative. Il n'est pas forcément du ressort des forces de l'opération militaire française de se substituer aux forces armées nationales dans la Justement, lutte contre le terrorisme au Sahel. Justement, la question est là. Pourquoi aujourd'hui l'Union africaine, la CEDEAO, ne peut pas s'organiser pour un peu suppléer en fait la présence militaire française aujourd'hui? Quand on voit qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, comme ça avait dit le président français, le sentiment anti-français aujourd'hui est en train de naître en Afrique. Est-ce que pour endiguer ce phénomène-là, ne peut pas en fait que l'Union africaine, la CEDEAO s'organise quand même pour un peu suppléer la force française? Oui, je crois que la CEDEAO était active sur ce dossier, particulièrement malien, à ce moment avec cette crise institutionnelle et politique qui a eu lieu au Mali en 2012 avec le coup d'État du capitaine Sanouaya Mamadou. Je crois que la CEDEAO était active sur la question, mais la CEDEAO n'a pas pu déployer des soldats pour lutter contre le phénomène. La CEDEAO a demandé à la France d'intervenir directement. Donc, du coup, la CEDEAO perdait à ce moment-là sa force, sa légitimité de régler militairement cette question. Alors, pour ce qui est de l'Union africaine, je crois que l'Union africaine, malheureusement, elle restait toujours attentive sur cette question. Et je crois que ce qui paraît très intéressant à ce moment-là, pour légitimer encore, encore la force, les opérations militaires françaises au Sahel, il faudrait quand même avoir, je vais dire, l'aval plus ou moins de l'Union africaine. Le sentiment anti-occidental, bien sûr, se développe dans cette partie du Sahel et c'est tout à fait normal parce qu'une opération militaire extérieure qui s'inscrit dans la durée s'enlise et clairement, il y a toutes sortes de débats démagogiques ici et là. Mais pour ma part, ce qui paraît très important, c'est d'aller au-delà de ces débats, de ces discours populistes et démagogiques pour regarder la réalité sécuritaire du Sahel. Et parce que nul ne détient absolument la solution magique face à cette menace. C'est dans la coordination, dans la coopération qu'on pourra lutter contre ces fléaux. Alors, revenons sur les mouvements terroristes, comme en fait Mujao, tout ça. Quelle est aujourd'hui la composition? Parce qu'on parle de 2, 3, 4 mouvements terroristes au présent, au niveau, dans la zone sahélienne. Comment ils se composent? Comment ils évoluent en fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays périphériques comme le Sénégal, le Ghana, et certains pays, même le Maroc aujourd'hui, qui sont en attente en fait que ces mouvements terroristes évoluent vers le pays. Est-ce qu'ils ont la capacité? Qui compose ces mouvements et comment ils évoluent-ils? Est-ce que ces pays sont des risques? Oui, en fait, ces mouvements ont procédé à une recomposition très importante au tournant des années, je crois, au tournant de 2017, avec la fusion, avec ce nombre de fusions, et qui ont donné naissance à un groupe qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par le Malien Yada Gali. Donc, il s'agissait d'une fusion de trois principaux mouvements, tels que le mouvement pour l'unité le djihad en Afrique de l'Ouest, en Sardine, qui a été créé par Yada Gali, et Al-Mourabitoun, ainsi de suite. Donc, vous avez la tendance Al-Qaïda au Sahel et vous avez la tendance Daesh au Sahel, incarnée par l'État islamique au Grand Sahara, dirigé par Boucharavi Adnan, un transfuge du Moudjaou. Donc, voici plus ou moins les grandes tendances. C'est vrai qu'à côté de ces grandes tendances, vous avez des diverticules, vous avez des mouvements terroristes qui se greffent à cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont passés à une nouvelle phase dans cette recomposition en ayant quand même un appétit pour les conquêtes territoriales, voire une vision expansionniste qui se dessine clairement dans cette région, ce qui fait qu'aujourd'hui, la menace glisse insidieusement et manifestement aussi vers des États côtiers tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Bénin. Alors, récemment, je crois, le directeur du service du renseignement extérieur français a estimé qu'il y a un processus de dissémination de ces mouvements terroristes dans des pays comme le Burkina, comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors, effectivement, ces pays ont doublement intérêt à s'inquiéter parce que quand on regarde la proximité géographique et la continuité, bien sûr, géographique, ça induit ces pays à une vulnérabilité extrêmement importante qu'il faut quand même essayer d'améliorer. Alors, le Maroc récemment, le Maroc a tendu la main et a demandé à ce que, en fait, a demandé une contribution pour aider un peu le G5 Sahel à mieux asseoir des bases
forte pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc, parmi ces pays à risque, le Maroc fait partie de ces pays à risque, est-ce que la contribution marocaine en termes de lutte peut être probante pour endiguer le phénomène du terrorisme au Sahel? Oui, en effet, je crois, depuis 2014, j'ai créé et encore, j'ai renouvelé, je crois, en 2019, où je fais appel à un élargissement du G5 Sahel, sinon ce sera la messe des requiem de cette organisation. L'élargissement du G5 Sahel aux États côtiers tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. Alors, pour ce qui est du Maroc, c'est très important parce que le Maroc, à ma connaissance, dispose d'une expérience aussi importante dans la lutte contre le terrorisme. Alors, quand on regarde le champ marocain qui a bénéficié quand même d'une expertise très importante en termes d'analyse des discours terroristes et en termes de moyens opérationnels, en termes de renseignement également, mettre ces expertises au service de ces États qui sont actuellement en proie à la menace terroriste, ce sera vraiment quelque chose de très, très important. Donc, il est important pour ma part que le G5 Sahel ouvre effectivement son champ d'action et ça demande aux autres pays qui disposent d'une expertise aussi importante comme le Maroc. Donc, aujourd'hui, le Maroc intervenant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, ce serait quelque chose de très, très fantastique et c'est ça quelque chose de très, très important pour le G5 Sahel et pour la sous-région entière parce que le Maroc, à mon sens, dispose d'une expertise aussi large et d'une bonne compréhension de cette menace. Merci beaucoup, Lassina Diarra. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes diplômé de sciences politiques et actuellement chercheur et spécialiste de l'islamisme et des mouvements terroristes en Afrique et au Centre stratégique de sécurité au Sahel-Sahara. Merci beaucoup.